Yo les potes, yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle masterclass avec Capet. Capet, comment ça va? Bah écoute, ça va. Une semaine mouvementée de mon côté, et toi? Mouvementé. Ouais, ouais, j'ai pas mal bougé. Explique. Bah écoute, début de semaine, je suis allé à Paris. Je suis allé à la Paris Games Week que j'avais pas fait depuis avant le Covid. J'étais invité initialement par Zoe BenQ qui font des claviers, souris, écran, tapis de souris, etc. On a fait un petit deal ensemble, ça me permet de garder un peu ma casquette gaming aussi. J'ai pu tester du coup un écran 540 Hz, j'ai vu les ingénieurs, j'ai vu pas mal de gens de la scène pro Valorant également, et j'ai vu aussi Asus, où cette fois j'ai pu tester des écrans OLED, donc très bullish sur la partie hardware. Après je suis rentré chez moi et j'ai attaqué Call of Duty Black Ops 6 avec un collègue, où on s'est relayé sur son compte. On est actuellement quasiment Prestige 5. On a fait premier mondiaux en points stratégiques et top 25 monde en score, en se relayant sur le compte. Et puis voilà, donc beaucoup de gaming de mon côté, mais beau programme crypto aussi, comme d'habitude, bien sûr, pour cette émission. Et toi? Bah pour le coup, moi j'ai pas mal focus sur mes trades, sur mes positions. On en reparlera, mais j'ai été SL sur Ether. Ether qui chaque semaine nous déçoit d'un point de vue prix, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et sinon, autrement, là, je teste des nouveaux trucs. Là, en ce moment, je trade sur un terminal. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement l'habitude de faire, mais je le fais pour tester un peu le trading via le DOM. Pour ceux qui savent, voilà, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, regardez sur Google. Mais voilà, je teste des nouvelles choses, notamment depuis que Lootchap s'est installé à Malte. Bah, c'est cool de pouvoir parler aussi Ok, avec d'autres gens qui font du trading, tu vois, et qui vraiment en stylé. vivent. Parce que voilà, les gens qui vivent du trading en crypto, bon, on n'est pas archi nombreux. Enfin, en tout cas, de produits dérivés. Et c'est difficile de trouver des gens intéressants et qui sont crédibles, légitimes. Donc c'était l'occasion de pas mal parler et surtout de découvrir des nouvelles manières de trader, tu vois, des choses un peu différentes, etc. Et c'est pas mal, tu vois, ça donne envie de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors de là à changer de style de trading, voilà, je pense pas. Mais au moins découvrir un peu les outils, les données qui sont à notre disposition, puisqu'en fait, on profite quand même d'un marché crypto qui a des standards en termes de transparence qui sont bien plus supérieurs que ce qu'on peut avoir dans la finance tradi, notamment le fait que on a accès à tous les order books, on n'a pas besoin de payer pour ça. On a des outils qui sont gratuits qui nous permettent d'accéder à énormément de données sur le spot, sur les dérivés. On a des outils qui nous permettent de faire de l'agrégation de tout ça, peu importe les plateformes et tout. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et du coup, voilà, j'essaie d'en tirer des choses, j'essaie d'apprendre des choses et pas de me renouveler, mais voilà, de voir un petit peu comment ça marche, histoire de mourir moins bête. Très bien. Et du coup, le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous sens un petit peu plus calmos que d'habitude. C'est vrai que les prix sont pas au rendez-vous en ce moment, mais on aura l'occasion d'en parler. Comment C'est ça, les prix sont pas particulier. au rendez-vous? On a un Solana à 176 $, on a Ouais, un BTC qui doit exception. être à 7% de son ATH, on a des Je meme pense. coins qui pètent à gauche à droite, on a la shitcoinerie avec les meme coins AI, avec A6NZ et toutes ces conneries. En vrai, même voilà, tout l'écosystème Solana est en feu, en vrai, il se passe des choses, hein. Je Enfin, parle sur plutôt. Ethereum, plus chiant, Voilà, mais... c'est ça, c'est le sujet. Ether, DeFi, etc. C'est un peu le bourbier en ce moment. Mais bon, en tout cas, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que on a Vitalik qui se réveille pas mal sur les réseaux aussi, qui essaie de prendre un peu plus position. Show C'est le some replay guy. respect, bro. Ouais, ouais. On essaiera de vous montrer la ref tout à l'heure, mais ouais, il a une petite poussée de testostérone, il fait son petit reply guy et c'est Moi, bien. j'aime bien. J'ai pas vu les parties 3, 4, 5 qu'il a sorti sur son blog. Il est possible qu'on fasse des vidéos dédiées sur le sujet, d'ailleurs, sur la chaîne de Coin Academy, pour vous résumer la pensée de Vitalik et ce qui se passe dans l'écosystème Ethereum. Donc, si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, bien sûr. Et On va venir avec d'autres formats. il y a 0x Egri qui du coup est aussi actif sur la chaîne YouTube de Khan Academy qui a sorti une vidéo en perso sur justement pourquoi vous raterez le train Ethereum. Et du coup, il pèse un peu les pour, les contre et il explique justement surtout les 2 et 3e articles récents de Vitalik, pas le 4e ni le 5e, mais en vrai, il explique beaucoup de choses et c'est assez intéressant, c'est plutôt rythmé et tout. Donc voilà, si jamais vous voulez le Ouais, soutenir je regarde. et mourir moins bête. Encore une fois, vous avez sa vidéo sur sa chaîne. Pour ceux qui cherchent, c'est 0x Egri sur YouTube. Voilà. Voilà. Aigri, aigreur.
Tout à fait, vous l'avez bien compris. Du coup, bah voilà pour l'introduction. C'est vrai, j'ai pas re-regardé pour le délire ce qui s'est passé avec Off the Grid, mais j'ai bien l'impression que ce jeu Web 3 là, quand ils envoient pas de sponsor, c'est un petit peu chaos technique. Ouais, on est à 200 spectateurs actuellement sur Twitch. Bah après, c'est un peu le cas de tous les nouveaux jeux dont on fait la promotion, souvent, à part si c'est des blockbusters signés à Activision, Microsoft, Blizzard, enfin, c'est probablement la même chose maintenant, ouais. Ou genre d'autres éditeurs, etc. Donc, Ouais. à voir, mais bon, je pense qu'en ce moment, il y a autre chose à parler que le Gaming Web 3, parce que j'ai l'impression que sur Solana, ça pousse, hein. Ouais, Sur ouais, Solana, ouais, ouais. ça pousse. Honnêtement, comme je l'ai expliqué la semaine dernière et les semaines d'avant, je vous expliquais que si on pétait une zone technique précise et qu'on a flippé en support, je pensais qu'on allait vraiment accélérer. Et pour le coup, on a vraiment accéléré et on a une surperformance de malade de Solana par rapport à BTC et Ethereum récemment. Enfin, surtout par rapport à Ethereum, on va pas se mentir, et tout le reste. Et Solana qui tire avec lui, en fait, tout son écosystème. Quand tu regardes Radium, ça pète fort, tu vois. Ouais, je Quand suis tu choqué. regardes Jup aussi, Jup qui rebondit pas mal, en tout cas qui monte beaucoup de force par rapport à plein d'autres altcoins. Après, je vais pas citer tous les coins sur Solana. Je crois que il y a aussi pas mal de meme coins sur Solana qui sont large cap. Donc, enfin, il y avait Mew récemment, Popcat, je sais plus si c'est Solana ou pas, je crois. Sans. J'ai un peu l'impression que par défaut, les meme coins c'est sur Solana maintenant. Ça l'est, ça l'est. Ouais, bah merci Donc, Pumpfun, hein, on fera un point là-dessus, mais effectivement, et c'est qui ont fait facile un de claim des braquage, hein. jetons. Qui ont fait un Facile sacré d'émettre des braquage. jetons. Et bah écoute, on peut attaquer rapidement sur l'actualité, le fonda, et on enchaînera bien sûr sur la partie technique. Donc c'est parti, je partage mon écran, j'espère que tout va bien se passer, j'ai reformaté mon PC. Si mon ordi s'éteint, c'est normal, il y a le chat qui est assis dessus, et voilà, il s'amuse là, donc j'essaie de protéger le terrain, mais... Confirme-moi que tu vois bien mon écran. Ouais, je vois bien. Ok, c'est parti. Donc très succinctement sur la partie actualité, bah, on va commencer avec la Banque Centrale Européenne qui appellerait à interdire Bitcoin. Dans un gros rapport que je n'ai pas lu. Je tiens à être transparent avec vous, j'ai pas lu tout le rapport de la BCE, mais on va faire un long story short. C'est le blabla habituel pour nous dire ouais, faites attention, etc. Ça peut monter, c'est ça chaud. peut descendre, et si ça monte, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Oh, truc de fou. Donc là, c'est un biais qui est assez intéressant. Je vais pas vous faire un cours de politique parce que voilà, mais je pensais pas que c'était possible de sortir une ânerie pareille en fait. Je suis assez choqué. Juste pour ajouter plus de contexte ou plus d'informations pour ceux qui veulent creuser encore plus en plus de ton avis là, il y a comment il s'appelle, il y a Alexandre Sachenko qui a fait une vidéo sur Grand Angle où justement il décortique en fait ce papier là et il en parle, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est sur YouTube, sur la chaîne de Grand Angle, et c'est dispo. Enfin, je l'ai vu passer, donc quand il y a des contenus de qualité sur des sujets qu'on traite, avec plaisir. On va essayer de trouver. Là, t'es sur le mauvais Grand Angle, je pense. C'est Grand Angle Crypto, pardon. Voilà, ouais, c'est ça. Grand Angle Crypto, pardon. Voilà, c'est la dernière. Voilà, l'Europe capitule face à Bitcoin. Ok. C'est ça. Très intéressant. Je me permettrai de le mettre dans la description YouTube pour ceux qui écouteront la rediff. Je pense que ça peut effectivement vous intéresser. C'est chaud, mais en fait, c'est cool ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes ici sont des habitués de l'émission Masterclass ou des habitués de crypto, donc on va juste résumer un petit peu. Bitcoin, c'est un peu le glitch de l'économie. C'est-à-dire que Bitcoin, j'aime bien l'appeler le miroir de l'économie malade. C'est-à-dire qu'avec de la monnaie qui se dévalue, que ce soit le dollar ou l'euro, bah, on a un Bitcoin qui prend de la valeur. C'est tout ce qu'il y a à comprendre avec Bitcoin. De par son côté rare et le fait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, il prend de la valeur face à l'euro et face au dollar. C'est ça que je veux bien que vous le compreniez tous. Donc en fait, ce rapport, pour moi, je ne sais même pas pourquoi il existe et à quoi il va servir. Parce qu'en gros, il nous dit, bah, ça va monter potentiellement. Et puis attention, c'est volatile. Ils ont même lâché un banger. Hein. Ils nous ont dit, là, on est entre 50 000 et 60 000. Bon, le rapport date peut-être un peu parce qu'on est peut-être plus entre 60 000 et 70 000 maintenant. On pourrait voir un Bitcoin à 10 millions de dollars l'unité un jour. Et oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on verra un Bitcoin à des centaines de milliers, des millions. Ça, je suis pas devin, mais en gros, ils nous disent n'achetez pas du Bitcoin, il va prendre de la valeur. C'est quand même ouf de nous dire ça. Et enfin, nous dire, c'est possible qu'il atteigne ses prix parce que, enfin, nous-mêmes, on a relayé la news et voilà. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que ça peut aller autant à 10 millions qu'à 0, quoi. Donc, oui. bah, merci. Oui, merci pour ça. Mais tu vois, toute personne qui fera l'effort de regarder l'historique du prix voit bien que pour le moment, bah ça monte. Hein. Alors, c'est pas un glitch monnaie limitée. Peut-être qu'un jour, ça finira mal. Hein.
Ça se trouve. Pourquoi ça finirait mal? Bon, ça, tout est sujet à spéculation. Il n'y a pas de raison en soi que ça se passe mal, à part s'il y avait un problème informatique. Mais en tout cas, ça monte. En fait, le problème de ça, c'est que ces rapports, ils sont un peu utilisés comme des arguments dans justement l'argumentaire de personnes anti-Bitcoin ou de banques, etc. Et en fait, ils disent, bah nous, on regarde juste ce que la BCE dit et genre par défaut, ça devient une sorte de justification. C'est un peu ça le problème de ce genre de papier. Ouais. Mais je pense que dans tous les cas, clairement, je pense qu'ils ils ont autre chose sur quoi se concentrer, sincèrement. Surtout en utilisant nos impôts pour dégommer à chaque fois Bitcoin alors qu'ils peuvent traiter plein de trucs. Et puis, en vrai, comme disait Stachenko à ce sujet-là, c'est un peu ouf que la BCE émette une sorte d'avis politique sur quelque chose dont ils n'ont pas forcément le contrôle, qui a pas forcément d'impact direct actuel. Enfin, c'est pour moi, ça montre juste qu'ils flippent en fait. Bah, ouais, je vois ça. pas d'autre chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment un signe de, en fait, Bitcoin, c'est crédible. Genre la BCE en parle, quoi. Enfin, c'est juste un élément qui va pour moi crédibiliser Bitcoin. Donc, Ce que j'aime, c'est pas un moyen de paiement légitime. Alors qu'ils ont jamais cherché à légitimer et ils ont toujours fait le nécessaire pour que, au contraire, ce soit difficile d'intégrer Bitcoin partout. Donc, c'est vraiment de la merde. puis ça vaut tellement rien et ça va aller tellement à zéro qu'on va quand même vous faire payer des impôts sur ces plus-values, hein. Parce que les plus-values, elles existent. Mais en vrai, c'est de la merde quand même, les gars, hein. Donc, bref. GG à tous ceux qui sont dans Bitcoin et ceux qui ne le sont pas, il est pas trop tard. C'est important de le garder en tête. On vous dit pas mettez tous vos œufs dans le même panier, achetez que du Bitcoin, mettez la maison sur le Bitcoin. Non. Mais aujourd'hui, c'est parfaitement pertinent d'acheter du Bitcoin comme d'acheter de l'or pour lutter contre l'inflation. C'est ça. Puis même nous, ici, on est sur un live crypto. Donc forcément, on a masse des jeunes qui sont 100% crypto. Mais même plus tard, tu vois, je sais pas, quand t'as 35, 40, 45 ans, que t'as une famille et que, voilà, genre tu te diversifies, t'as de l'immobilier, t'as de l'argent en bourse et t'as de l'argent dans l'or et dans Bitcoin, tu vois. Et Bitcoin, même si c'est peut-être 5 ou 10% de ton folio, c'est très raisonnable, tu vois. Donc moi, dans tous les cas, moi, actuellement, je suis full BTC quasiment. Okay. Et je suis dans cette propagande. Écoute, tant mieux. Et pour ceux qui se demandent la crainte de l'ordinateur quantique sur Bitcoin, si on voit l'ordinateur quantique arriver, on pourrait peut-être, exceptionnellement, hard forker Bitcoin, c'est-à-dire le mettre à jour, pour y intégrer des technologies qui sont résistantes au quantique. Mais surtout qu'en vrai, il y a plein d'autres problèmes. Enfin, déjà, avec l'ordinateur quantique, si jamais il y a une faille, ça veut dire qu'en fait, ce que tu vas récupérer, ça va valoir potentiellement 0 si, genre, c'est vraiment une faille. Donc, je sais pas vraiment quel intérêt ça a. Et en plus de ça, je pense qu'il y a plein d'autres systèmes qui seraient vulnérables, y compris les systèmes bancaires, non ? Absolument. Donc, je pense pas que Bitcoin soit la première cible si jamais l'ordinateur quantique permet de faire des choses avancées et qui est dans les mains de personnes qui sont un peu vicieuses. Donc voilà. Bref, on verra, mais pas vraiment un sujet d'actualité. En tout cas, le sujet est bien pris en considération par les développeurs de Bitcoin Core. Et si on veut faire le parallèle avec Ethereum est pensé de façon modulaire aussi, de sorte à s'adapter à cette problématique. C'est-à-dire que si la problématique elle était en face de nos yeux, on remplacerait tous les éléments qui pourraient subir le quantique par des éléments qui sont protégés contre le quantique. Donc voilà, on n'est pas impuissant face à la solution, au problème. Juste pour rebondir sur ça, vu qu'on parle de Bitcoin et un peu de maximalisme, j'ai sorti une interview de Bitcoin Maxi sur ma chaîne à laquelle Capet a participé. Oui. C'est assez marrant parce que vraiment les feedbacks sur cette vidéo sont ultra partagés. Et je comprends les deux camps, mais en tout cas, je pense sincèrement que la regarder peut peut-être stimuler votre argumentaire dans les deux sens. Et voilà, en tout cas, elle est dispo. Et si vous voulez la regarder sur YouTube, n'hésitez pas. Tout simplement, c'est dispo. Là, je fais une sale gueule dans cette vidéo. J'étais fatigué. Tu tires la tronche. Et pendant toute la vidéo, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et c'était pas contre eux du tout. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, déjà, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, premièrement. Deuxièmement, là, vous avez une bonne qualité, mais ils avaient une connexion qui était vraiment pas terrible. Et c'est vrai qu'on a lutté pendant l'interview à cause de ça, malheureusement. Mais mis à part ça... En fait, c'est comme si on les voyait pas, tellement ils étaient pixelisés en réalité pendant mais mis à part ça... en fait, c'est des gens qui sont plus globales sur la politique et l'économie et pas un gros focus Bitcoin, même si la chaîne s'appelle How to Bitcoin. Donc, ils ont un avis qui est très tranché. Et je pense qu'il y a plein de choses qui ressortent de cette vidéo qui peuvent être intéressantes de rediscuter avec d'autres personnes ou avec eux une fois qu'ils auront bouffé un peu plus le sujet. Parce que, encore une fois, comment dire, je vais prendre les critiques
négatives qui sont faites dans les commentaires, simplement. On va dire, ouais, ils maîtrisent pas, etc. Nous, ça fait 8 ans qu'on est dans les cryptos avec Léo. Ça fait 8 ans que les débats sur pourquoi Solana c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi Ethereum c'est bien, pas bien, pourquoi Bitcoin c'est bien, pas bien, on les a bouffés, on les a discutés, etc. Donc nous, on a l'habitude de faire ce genre de format et d'avoir du répondant, en fait. Et je Et on est voulais très les renseigné, challenger. très critique parce que on a une connaissance sur le sujet qui est quand même assez importante. Il y a des gens évidemment qui sont bien plus renseignés sur nous au sujet de Bitcoin et Ethereum etc. Donc faut toujours mettre son ego de côté, mais notre expérience, le temps qu'on a passé dans le marché fait que voilà, on est forcément plus critique. Et je pense que c'est par rapport à ça que en fait, je me suis rendu compte que ils étaient tout nouveaux dans dans Bitcoin en fait. En mode full Bitcoin, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ils sont allés full Bitcoin encore en 2022. Ouais, 2020, 2021, 2022. 2022. C'est ça. Donc ils sont tout nouveaux. Et surtout, on ne l'a pas précisé en début de vidéo, ils nous l'ont dit après. Ouais. Ils ne sont pas full-time crypto. Hein. Ils ont un taf à côté en tant qu'ingénieur et leur chaîne YouTube, tout ça, c'est un hobby à côté. Alors que nous, on est vraiment full-time crypto. Donc c'est important de situer ça. Merci beaucoup à O2Bitcoin pour cette émission et j'en referai avec plaisir avec vous et avec d'autres Bitcoin Maxi qui sont bien rodés sur le sujet aussi. J'essaierai d'avoir Gilles Catignan s'il est chaud d'ailleurs. Allez, c'est parti, on enchaîne. Donc ça, je voulais vous en parler parce que ça me semble important. Il y a une news qui a beaucoup tourné avec les autorités japonaises qui affirment avoir retracé des transactions Monero pour la première fois. Alors, c'est pas la première fois que je vois un truc un peu comme ça. Le truc, c'est qu'en gros, ils ont réussi à retracer 18 personnes, un réseau de fraudeurs qui font du blanchiment. Mais ils disent pas comment ils ont retracé. Donc tu vois, c'est comme si je te dis, moi j'ai vu un ovni, mais je peux pas te le prouver, tu vois. Bah là c'est pareil. Je mets une grosse réserve sur cette information. Si vous l'avez lu, je tenais à vous le dire. Pour moi, c'est du bidon. Les autorités n'ont pas retracé Monero. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est presque de l'ordre de l'impossible. De ce que j'ai lu, de ce que disaient, je crois, les gars de Hawk et notamment Lilian, ancien de Cryptos d'ailleurs, du coup, en gros, ils expliquaient qu'apparemment, ils ont retracé grâce à DCP. Ouais, voilà. Okay. Donc, sur le moment du cash-out, quoi, je suppose. Donc, dans le système, Monero n'a pas été cassé, la privacy de Monero n'a pas été cassée. C'est forcément le moment où tu passes du système crypto au système fiat et tradit que, bah, en fait, forcément, là, tu peux être beaucoup plus rapidement identifié. Et donc, a priori, ils se sont fait identifier de cette manière-là. De ce que j'ai compris, 2 réponses sur Twitter. Évidemment, faites vos propres recherches. Mais en tout cas, je pense que si c'était beaucoup plus crédible, on l'aurait vu sur le prix du Monero, quoi. Absolument. Et pour ceux qui veulent faire l'exercice, vous allez sur Monero, vous cherchez un bloc Explorer Monero, vous prenez n'importe quel type de transaction et vous verrez qu'en fait, rien n'est lisible. À part les frais qui sont payés. Rien n'est visible, rien n'est traçable, on sait pas. On voit des émetteurs et des personnes qui reçoivent, mais on voit pas la somme. En fait, ce que tu expliquais dans l'interview notamment qu'on a fait avec les Bitcoin Maxi, c'est que en fait ton Monero à chaque fois il est neuf, c'est-à-dire que en fait t'as pas l'historique de ce qu'a fait ton Monero. Ah, c'est Zcash, ouais, c'est plutôt Zcash avec cette histoire de zero knowledge. Là, en l'occurrence, Monero, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment cette histoire de neuf, mais ils sont tellement mélangés constamment que ça devient complètement illisible. Mais c'est illisible de par le mélange. Alors que les systèmes en zero knowledge, enfin, le système de Zcash, c'est différent. C'est qu'on peut faire une transaction pour dire je détruis l'historique et après, tu as des fonds qui sont reçus sur un wallet sans historique. Donc, c'est 2 systèmes différents qui traitent l'anonymat d'une façon, du coup, différente. Voilà. Fair. Mais sur le darknet, c'est pas Zcash. Donc, c'est que c'est une solution crédible. C'est ça. Et c'est plus Bitcoin, hein, c'est quasiment mais plus c'est Bitcoin. Ça. En fait, tu vois, quand t'as la BCE qui dit des transactions criminelles, blablabla, en vrai, parler de Monero, parlez pas de Bitcoin, quoi. Non? C'est ça, complètement. Et je tiens à préciser ça parce que à l'époque, j'avais été invité, toi aussi, on en avait parlé l'autre jour. On était invité par Kaspersky Antivirus à Paris pour découvrir un petit peu l'univers du. C'est à longtemps, 5-6 ans, je pense. Etc. Ouais, même plus, je crois. Et en fait, à l'époque, un des spécialistes de Kaspersky nous disait, toutes les grosses transactions, ça se faisait en Bitcoin, tu vois, quand c'était du sale sur le darknet. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur du Monero. Bitcoin est de moins en moins utilisé parce que... Il est super surveillé. Enfin, d'un point de vue exchange, il y a plein de normes qui ont été mises en place, de conformité. Tu vois, genre toutes les plateformes style Binance, Bybit, Coinbase, Bitstamp, Kraken, en fait, à partir du moment où ils reçoivent des fonds, en fait, au moment où ils te créditent les fonds, et eux, ils font une analyse en parallèle, on-chain, sur
d'où viennent tes fonds et quel est l'historique de ces fonds-là, en fait. Et en fait, ils ont des listes, notamment avec des prestataires style Chainalysis qui regardent en temps réel en fait, les wallets, les transactions et là où il y a eu potentiellement des activités criminelles. Et en fait, ils listent ça et ils ont, du côté de Binance ou Coinbase, peu importe, ils ont des red alerts parce qu'ils ont des prestataires comme ça qui font ce travail de due diligence partiellement pour eux, tout ce que je comprends. Et maintenant, je crois que c'est même une norme à mettre en place quand tu veux avoir un... Alors, je m'avance peut-être un peu trop, mais je crois que lorsque tu fais du PSAN ou des trucs comme ça, tu dois avoir des outils de conformité du style. Donc, je m'avance peut-être un peu trop, mais en tout cas, c'est sûr que tous les exchanges majeurs utilisent plusieurs prestataires du style systématiquement, ce qui fait que c'est pour ça que si, par exemple, tu as fait une transaction avec Tornado Cash et qu'il y a un mec qui t'envoie des fonds de ça, puis de ça, genre à 2-3 relations même après, genre ces fonds-là, ils peuvent être flagués par les plateformes et tu peux pas être en capacité d'utiliser ces fonds, de ce que je comprends. Tu as aussi Breadcrumbs qui permet de faire du retraçage, Arkham Intelligence, il y a plein d'outils qui permettent ça. Et donc le concept est très simple pour ceux qui comprennent pas trop. En fait, l'idée c'est d'avoir un score. Arkham maintenant, ouais. En gros, l'idée c'est d'avoir un score sur une adresse. Et ce score, dire bon bah cette adresse potentiellement elle fait du sale et cette adresse elle est propre. Et en fonction du score, ça va activer des vérifications différentes ou des alertes différentes chez les exchanges. Et comme c'est des prestataires qui bossent avec plein d'exchanges différents, ils ont des bases de données qui sont mutualisées entre les différents exchanges, donc l'information circule très vite. Encore une fois, une police de la blockchain. C'est ça. En fait, le protocole, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, ne permet pas ça. Enfin, ne pousse pas à ça. Parce que tu peux pas avoir l'identité de la personne, mais vu que eux, ils ont les comptes utilisateurs et que ces comptes-là ont été KYC, etc., ils sont capables de relier en fait les choses. C'est ça. Ils sont capables d'indexer l'information et de se faire leur petite base de données, en fait, des adresses qui puent pas, qui a quoi, etc., etc. Et donc d'agir en conséquence le plus rapidement possible. Ouais. Donc quand on vous dit Bitcoin, etc., ça permet de faire du sale, bah c'est le principe de la monnaie. La monnaie, elle fait du propre, elle fait du pas propre. C'est comme ça, tu peux rien y faire. C'est comme avec un langage. Euros, tes dollars. C'est comme un langage. Tu peux pas interdire le français parce qu'il y a des gros mots dans le français ou des choses qui se disent pas. Bah non, c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour tuer des gens ou pour couper à manger et te faire un plat magnifique. Et voilà. Donc, pour en revenir à Monero, jusqu'à preuve du contraire, intraçable. N'écoutez pas les haineux. Voilà. 2 mois après son rebranding, Sky envisage de reprendre son ancien nom, Maker. Alors pour ceux qui n'avaient pas trop suivi cette info, Maker c'est quoi initialement? C'est une banque centrale décentralisée, initialement backée exclusivement par de l'Ether, puis progressivement backée aussi par des stablecoins, etc. qui ont fait un rebranding pour passer de MakerDAO à Sky avec un nouveau stablecoin, un nouveau jeton de gouvernance, tout en gardant l'ancien stablecoin et l'ancien jeton. Donc déjà bizarre. Mais sur les nouveaux jetons, il y a des trucs en plus, comme la possibilité de vous geler des fonds. Donc, pas terrible pour un stablecoin décentralisé, déjà d'une part. D'autre part, le rebranding, pas très bien cerné. Et en fait, tellement mal cerné que, on est sur le marché des crypto-monnaies, donc il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un prix baisse. Mais c'est vrai qu'ils se sont pris une sacrée secouée récemment, depuis le début de l'année. Ouais. Là, avec un top de l'ordre de $4 000 quasiment. Là, on est autour des $1 000. On est quasiment divisé par 4. Et du coup, là, ils sont en mode vote de gouvernance. Est-ce qu'on revient pas au classique ou est-ce qu'on fait pas un truc un peu entre les deux, entre l'avant et l'après? Donc, c'est en cours. On aura des nouvelles d'ici le 5 novembre, je crois. En attendant, on sait pas trop, mais je pense que là, ça doit être la panique à bord. En gros, de ce que je comprends, de ce que disait Alex, qui est du coup rédacteur en chef de Coin Academy, en fait, il y a trois propositions qui sont à voter du côté de la gouvernance, et il y en a 2 des 3 qui visent à, globalement, masquer un peu le rebranding Sky, quoi. Donc, donc c'est un truc qui a été, c'est pas très bien reçu. Après, est-ce que le prix est synonyme, tu vois, de ça, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, ou ça, faut regarder ça. Est-ce qu'il y avait une sorte de buy the rumor, sell the news par rapport au rebranding ou d'autres choses? Franchement, je suis pas assez au courant de ce que fait Maker, mais en tout cas, ils essayent de prendre des décisions parce que là, c'est panique à bord, comme tu l'expliquais. Ouais, c'est la panique à bord, exactement. Chief Executive Officer et co-founder. C'est vrai que je connais pas trop les personnes derrière. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un des cofondateurs de Maker a été retrouvé mort noyé il y a 2 ans, je crois, après avoir dit que la CIA et le Mossad contrôlaient un réseau pédocriminel à Puerto Rico. Voilà, comme ça on n'est plus monétisé sur YouTube. Ouais. Au moins c'est fait. Attends, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'avais envie de faire une petite parenthèse chapeau d'alu, co-founder Maker, dead. En fait, j'aurais bien aimé savoir
qui fait quoi, et si toutes les décisions de Maker, c'est pas des décisions qui sont faites pour tuer un petit peu le côté décentralisé de la chose petit à petit. Bon, il faudrait que je fasse mes recherches de mon côté. En tout cas, ceux qui Ça me aiment la paraît très chapeau décentralisation... d'alu, perso, mais... Ouais. En tout cas, si vous aimez vraiment la décentralisation et que vous aimiez bien le modèle originel de Maker, vous avez Liquity, où là, vous avez un stablecoin LUSD qui est backé exclusivement par de l'Ether, qui fait pas des rebranding bizarres. Et quand vous voulez utiliser l'application, vous avez des interfaces qui sont hébergées par différents membres de la communauté pour pousser le côté décentralisé un maximum. Exact. Ensuite, PumpFun, ça vit, ça mange, c'est le caviar. Voilà. Donc PumpFun, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Sbul. Alors, je sais pas si rester sur cette page, c'est une très bonne idée, honnêtement. Ah ouais, ah oui. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'ils ont rajouté les vidéos, du coup maintenant il y a du porno, il y a des trucs racistes, enfin c'est Ok. Ouais. C'est ce que Ok. c'est, quoi. Tu as peut-être sauvé ce stream. Bon, faisons court, PumpFun, qui permet très rapidement de lancer son propre jeton, qui permet de trader donc ses nouveaux jetons, prenant très peu de frais. Donc c'est un petit peu la machine à créer des tokens à la con sur Solana. Ça a cartonné à un tel point qu'ils ont ramassé 158 millions de revenus, c'est-à-dire un peu plus de 1 million de sol au total. Donc jetons Solana. En 8 mois. Ce qui est cataclysmique. On en avait, oui, en moins d'un an. On en avait parlé dans une émission précédente. Ils vont probablement pousser les ambitions très loin en proposant une plateforme majeure. On attend des nouvelles à ce sujet-là. En tout cas, sachez que c'est un des protocoles de cet écosystème qui génère le plus de revenus. Donc, tu fais Defiliama Revenues Protocol. C'est un peu le bordel à utiliser, mais tu peux aller sur cette page-là. Tu peux trier par exemple sur un an. Voilà. Et tu peux voir que, si j'ai fait ça correctement, faut peut-être pas faire ça sur un an. Ah voilà, Pump est là. Pump est là, donc il n'y a pas tout à fait les revenus qui sont traqués. Mais tu vois, sur les 30 derniers jours, je pense que je crois que j'avais vu que c'était au même niveau que... même au... Fais voir 7 jours peut-être. 30 jours, 7 jours. Voilà, okay. 7 jours, tu vois, sur 7 jours, ça fait... Enfin, c'est juste derrière Solana. Je crois qu'en 24 heures récemment, je dis bien récemment, c'était même au-dessus de Circle et de Solana. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Donc, et t'as Bongbot aussi qui est énorme, hein, et qui est sur Solana aussi. Donc, en vrai, sur Solana, t'as des machines à cash. Ouais. Sur Ethereum, t'en as aussi, évidemment, d'un point de vue DeFi et tout. Mais ouais, là, c'est vraiment impressionnant, surtout que, en fait, des apps qui sont lancées et qui ont fait autant de revenus en aussi peu de temps, je sais même pas si ça existe dans le monde, quoi. Enfin, bah ouais. Tu dois en avoir, évidemment, mais des startups qui, en 8 mois, font 160 millions de dollars, en levant 0 fonds ou très très peu, voilà, quoi. C'est énorme. Tu connais bien Photon ou pas, toi, Léo? Ouais, en gros, c'est un trading terminal pour Solana, en gros. Okay. Donc, en gros, ça te permet de in plus facilement, de gérer tes priority fees, et ça te permet de prendre des TP facilement, de gérer tes PNL. Enfin, en gros, si tu trades on-chain sur Solana, c'est vraiment l'endroit à utiliser, quoi. Donc, toi, tu as utilisé, je crois que tu en avais parlé. Ouais, j'ai utilisé il y a un petit moment, ouais. Stylé. En tout cas, putain, il mange aussi, hein. Donc, ça fait quand même, regardez, on a du Solana ici, du Solana ici. Ça fait du revenu. Après, voilà, du stablecoin. Fjord, je sais pas ce que c'est. Fjord, c'est une sorte de launchpad, de ce que je sais. En gros, c'est les coins qui se lancent dessus, et en gros, t'as une sorte de curve où les gens peuvent acheter à un prix, et selon le temps, ça varie. Enfin bref, c'est un moyen de lancer des tokens, ouais. Okay. Mais c'est souvent des projets bien plus sérieux que PumpFun, quoi. C'est des trucs qui sont bien plus aboutis. Enfin, je suis pas l'expert de Fjord, mais j'ai plein de potes qui ont... Excusez-moi. J'ai plein de potes qui utilisent, quoi. On en est où de la décentralisation? Solana, 1500 validateurs, une blockchain qui pèse 300 Tera. Ensuite, on a l'Assemblée nationale qui vote pour un maintien de la flat tax à 37,2% pour les hauts revenus. Donc, on avait parlé dans les émissions précédentes. L'histoire des 33%, de passer de 30% à 33%, c'est plus d'actualité. Par contre, on aurait une fameuse flat tax de 37,2% pour les personnes qui sont célibataires, avec 250 000 euros pour une personne et 500 000 euros pour un couple à l'année. Donc, ça se touche vraiment... les très riches, on peut le dire, pour le coup. Mais est-ce que les très riches, ils optimisent pas de partout et où ils sont plus en France? De toute façon, là, tout est-ce qu'ils font pas ça avec des sociétés à l'étranger? Est-ce qu'ils font... 37%, ça commence à faire, quoi. Enfin, surtout qu'après, t'es réimposé partout dans l'économie, quoi. Donc... Vous êtes pas concerné, non. Me concernant, non. Non. Moi, je suis plus en France, donc... Ouais, non. Moi, je suis au Luxembourg, mais même, je suis... Non, faut pas abuser. Parce que c'est des revenus, hein, les gars. Hein. Commence à faire.
pas mal. Si je fais autant de revenus que ça, je pense que niveau Coin Academy, déjà qu'on fait beaucoup de choses, je ferai beaucoup plus de choses qu'actuellement. Ensuite, on a Kraken qui lance Inc, enfin du moins qui annonce son Layer 2. Encore une fois, un Layer 2 sur l'OP Stack d'Optimism. Ça arriverait pour début 2025. Et en gros, pour faire très court, c'est un peu comme Base, hein, proposer un écosystème DeFi, etc. Donc, on attend plus d'informations à ce sujet-là. Ça arrivera l'an prochain. Mais je pense que on va voir des Layer 2 pour à peu près tous les exchanges qui existent. Hein. Et du coup, voilà, intégration avec la Superchain, etc., un peu comme Unichain et tout, donc ça va être vraiment intéressant. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que, tu vois, les Binance ou les BitGet ou les KuCoin, etc., est-ce que en ayant leur propre chain, un jour, ils vont pas céder à cette tentation? Moi, en tout cas, c'est la question que je me pose, parce que bon, la BSC, plus personne n'en a rien à foutre, quoi. Enfin, factuellement, aujourd'hui, je connais personne qui utilise la BSC, quoi. Donc, je dis pas que c'est inutile. Je dis juste que l'effet de réseau n'est pas là actuellement, quoi. Donc, à voir s'ils gardent peut-être pas les deux pour avoir une sorte d'effet de réseau et peut-être essayer de ramener des gens sur leur propre chain après, ou ce sera leur layer 2, donc leur propre chain d'une certaine manière. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est la question que je me pose, parce que et il y a qui dans la liste des gros exchanges qui pourraient le faire? En fait, t'as Bybit. Ouais, alors en sachant que Bybit, pour le moment, hein, ils ont Apex Pro quand même. Merde, Apex Pro, c'est ça, hein, Apex Pro. Ouais. Donc c'est un Layer 2 basé sur un StarkEx, comme DYDX V3. Ouais, mais je te parle de faire pas que ça, quoi. Parce que là, c'est une sorte d'application propriétaire. Mais ouais. Voilà, après, il me semble qu'il y a Crypto.com qui arrive aussi sur des Layer 2. À la base, ils étaient sous forme d'une Cosmos Chain, mais ils vont bouger. Puis d'autres, hein, je pense. Hein. Mantle, c'est pas Bybit. Si, tout à fait, effectivement. Bybit, c'est Mantle. Hein. Ouais, de mémoire. Exact. Ah, c'est sûr. Enfin, c'est... Je sais pas si c'est à eux. Enfin, ils le brandent pas comme ça, mais ouais. Bah, c'était BitDAO qui en rebrand en Mantle. Donc, si, hein. Si, c'est eux. C'est juste que, ouais, à mon avis, ils ont fait exprès de parler de décentralisation pour que ça soit pas trop brandé Bybit et qu'ils puissent manger à tous les râteliers. Ils ont bien raison. Voilà. Donc, des layers 2 pour tout le monde et pour tout. Vous n'êtes pas assez bullish sur Ethereum. Ensuite, on a Microsoft qui vote une proposition visant à investir dans Bitcoin comme actif, donc c'est en cours. L'idée, c'est très simple, ce serait que Microsoft mette une partie de ses fonds sur du Bitcoin, potentiellement 1%, voire plus. Et du coup, c'est soumis au vote, il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais il y a un vrai sujet politique derrière. Parce que si c'est pour, ça va ramener un monde pas possible sur Bitcoin, mais ils vont aussi se mettre à dos peut-être le gouvernement US, je ne sais pas. En gros, du coup, moi, j'ai lu un petit peu. Donc, déjà, il faut savoir que le board suggère de voter non. Déjà, il faut se mettre bien ça en tête, parce que tout le monde a relayé, dont nous, mais il faut pas oublier que le conseil d'administration recommande de voter contre cette proposition. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si tu regardes le développement, le chemin de pensée du document qui suggère de voter possiblement pour ça, en fait, ils prennent l'exemple de MicroStrategy. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je me demande s'il n'y a pas d'autres acteurs qui vont vouloir dupliquer la stratégie MicroStrategy, boîte en bourse, parce que action, parce que marché tradé, parce que c'est TradFi, et du coup ça leur parle beaucoup plus, quoi. Et du coup, et MicroStrategy d'ailleurs qui est quasiment en all-time high. Donc si on regarde la bulle de 2000, on n'est pas là, mais le cours s'apprécie énormément. Donc voilà. Après, pour Microsoft, il parlait potentiellement juste de mettre par exemple que 1%. En tout cas, c'était une suggestion. Ouais. C'était pas sur un chiffre précis, c'était plutôt sur le faire en général. En fait, pour moi, il faudrait un des GAFAM qui commence à le faire. Je pense que ça va prendre du temps, honnêtement. Mais il en suffit d'un pour crédibiliser le choix auprès des autres. Tu vois. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu un domineux. Tu vois. Une fois que tu en fais ton bien, je pense que tu as le reste qui suit. Après, le problème, c'est aussi je pense que ça devient politique. Et puis après, c'est aussi une question de régulation et de comment les régulateurs ou les gouvernements vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues, parce que on n'oublie pas que c'est quand même des boîtes américaines, quoi. C'est les leaders du monde américain, des boîtes tech, etc. Donc voilà, je pense que ça va mettre du temps, parce que t'as beaucoup trop d'enjeux, t'as beaucoup de... Enfin, voilà, il y avait Tesla qui en avait qui n'a pas touché pendant ce temps. Tesla qui en a qui n'a pas touché, et on a les CEO de ces deux boîtes, donc Apple et Meta, qui sont
Pro crypto, hein, faut pas l'oublier. Apple? Ouais, Tim Cook, il est crypto owner. Oui, ouais. oui, bon. Il y a Non, une mais il différence aurait entre pu pas en posséder des parler. cryptos et être maxi crypto. Mais de toute façon, à ce niveau-là, c'est même pas lui qui est décisionnaire, c'est les actionnaires aussi. Tu vois. Et le Enfin, boss de Meta, il est sur des très décisions pro, comme ça. très pro crypto. Zuckerberg, mais il a Ouais. tellement été pro crypto qu'on lui a dit casse-toi avec ton Libra. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont tous un peu peur. Ah ouais, Puis après, c'est faut que sûr. les actionnaires, je pense qu'ils ont aussi des actionnaires qui sont pas du tout. Enfin, et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que dans le board de Microsoft, t'as notamment BlackRock, mais pour autant, ils recommandent pas spécialement de le faire. Donc, mais en tout cas, si ça se faisait, ce serait probablement via les ETF de BlackRock, je suppose. Ouais, bah ouais. On verra. Mais en tout cas, un narratif assez intéressante et très cool de voir que le modèle de MicroStrategy fonctionne et pourrait inspirer d'autres. Et je pense que on doit tous souhaiter la réussite de MicroStrategy parce qu'au final, c'est ce genre de coup de poker et de stratégie d'un point de vue entreprise qui peut faire parler positivement des cryptos en fait. Bah ouais, en tout cas là, c'est vraiment le braquage du siècle. Hein. Choc barre. Ensuite, j'ai formaté mon PC. Alors, au-delà de l'aspect gaming, je vous invite régulièrement à reformater complètement votre PC si vous êtes sur Windows pour éviter d'avoir peut-être des virus, des trucs qui traînent sur votre PC. Bon, vous l'avez compris. De pas installer de mode. Oui. Il y a deux sujets. Il y a déjà tout ce qui est logiciel piraté, tout ce qui est piratage, ne faites pas ça sur le PC où vous utilisez des cryptos. Merci. Et ensuite, effectivement, si vous faites un peu de gaming ou de bidouille, évitez les exécutables ou les fichiers un peu bizarres parce que potentiellement, un fichier peut en cacher un autre et peut lancer l'exécution d'un script ou autre pour infecter votre machine. Ce qui s'est passé pour Poulp. Poulp, il avait téléchargé des mods CryptoPoulp du coup sur Twitter qui avait installé des mods Minecraft et qui s'était fait voler ses fonds par un russe de mémoire. Ouais, pour un il avait Ukrainien. perdu 40% de son capital, je crois. Donc ça fait très très mal. Et moi. Et du coup, ne mettez jamais beaucoup de vos cryptos sur des hot wallets. C'est surtout ça la leçon aussi, hein, parce que en vrai, si t'as ta ledger et que t'as pas mis ta seed n'importe où, enfin ta clé privée, en soi, il va rien se passer, quoi. À part si t'as autorisé des trucs bizarres, etc. Mais quand même avec un PC piraté, normalement, t'es safe avec Ledger si tu signes rien et que tu fais attention à... Passer sous Linux, ouais, après, bon, on est bien sur Windows aussi. On est quand même en 2024. On va voir une utilisation normale de n'importe quel logiciel. Je dis pas que c'est nul, hein, mais c'est juste que, en vrai, c'est tellement friendly... Faut pas Windows signer n'importe quoi, faut toujours lire. Non, mais ça peut tous nous arriver. Moi, je vais vous dire, c'est simple. L'autre fois, j'avais besoin de tester du truc avec de l'IA et chercher des extensions pour Google Chrome et j'en ai installé une et elle était bizarre. Et ça, c'est le piège. Je l'ai direct enlevé, tu vois. Et je me suis dit, franchement, je vais reformater le PC. Parce que moi, j'endors pas la nuit, des conneries comme ça. Donc, n'hésitez pas à nettoyer régulièrement votre PC et effectivement, avoir une application, un hardware wallet annexe comme Ledger ou Cool Wallet ou peu importe, pour pouvoir stocker à froid vos crypto-monnaies. Ensuite, il y a une histoire avec Tether. Tu peux nous en parler, Léo, rapidement? Qu'est-ce qui se passe avec Tether? En fait, de ce que j'ai compris, donc d'ailleurs, ça a fait pas mal bouger les marchés. De ce que j'ai compris, ils appellent ça le US Prosecutors d'après le Wall Street Journal et le Washington Post de mémoire. Et puis ça a été même relayé par Bloomberg qui attaquerait Tether. Et en fait, le CEO de Tether, Paolo, a totalement démenti en disant que, en fait, il relayait des old news qui étaient, des trucs qui dataient, qui étaient faux, quoi. Donc le marché a pas mal paniqué. Et puis après, dès qu'il a tweeté le démenti, ça s'est redressé. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est des mauvais journalistes qui font mal leur taf et que c'est dangereux de faire aussi mal son taf. C'est clair. Après, c'est dans l'intérêt de Paolo de dire ça. Et ce que je disais à un pote, c'est je disais, en vrai, je vois mal Paolo mentir. Mais dans cet écosystème, on nous a tellement menti un nombre de fois incalculable que avec du recul, je peux même pas penser ça. Donc, mais voilà. Dans tous les cas, s'il nous ment, les gars, on érecte sa mère. Ah oui, là, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Que Tether. Après, ils ont des extra réserves et tout. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont. J'ai regardé parce qu'en fait, si tu regardes son tweet épinglé à Paolo, c'est très intéressant parce que parce que si tu regardes là, ils disent qu'ils ont 5,33 milliards de réserves excédentaires. Ouais, ok. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont fully backed et qu'en plus ils ont des réserves supplémentaires. Qu'en plus de ça, ils font 1,3 milliard sur le Q2 2024. Enfin, en gros, c'est une des entreprises les plus rentables au monde. Et surtout qu'ils sont assis sur une quantité de cash astronomique en plus de détenir, comme il explique à la fin du tweet,
80 000 BTC. Donc, sur les réserves, je pense qu'on est safe. C'est plus d'un point de vue, je pense, régulation qui ferait que peut-être que leur croissance pourrait être ralentie ou stoppée, etc. J'ai du mal à croire que Tether soit pas safe. Mais après, tu vois, les régulateurs, à tout moment, ils peuvent dire, en fait, Tether, tu l'offres plus ici, tu l'offres plus ici, tu l'offres plus ici, tu l'offres plus ici. Et ce qui, tu vois, peut mettre un peu le business en péril ou leur mettre des bâtons dans les roues, en tout cas. Donc voilà. Et ouais, top 20 des détenteurs de bons du Trésor américain, ils ont 97 milliards de dollars dans des US Treasuries ou dans des expositions indirectes au bons du Trésor américain, ce qui est titanesque. En tout cas, le sujet, c'est pas de croire ou de pas croire. Le sujet, c'est que si c'est vrai et avéré qu'il y a des soucis comme ça chez Tether, ça peut avoir vraiment un impact de fou malade sur le marché. Ça peut vraiment le foutre par terre. Mais a priori, c'est pas du tout d'actualité. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Ensuite, petite parenthèse. Donc, Ultra a annoncé une nouvelle tokenomics. On fera un live dédié à ce sujet-là. Mais il y a eu un communiqué à ce sujet. Ils devaient lancer une refonte il y a quelques mois déjà, on en sait plus maintenant. L'idée, c'est de lancer enfin leur programme de staking, d'une part sur le jeton. D'autre part, si vous faites du staking, vous profitez de whitelist, d'airdrop, sous forme de jetons H, sous forme d'autres jetons, des actifs in-game pour le jeu Ashes of Mankind qui va sortir. On va également avoir des wallets qui seront traçables pour savoir comment seront dépensés les fonds de l'équipe. Voilà, avec le vesting, etc. Donc plus de transparence. Et j'attends des nouvelles pour la sortie du jeu Ashes of Mankind. Je vous avais fait un article à ce sujet-là sur Coin Academy. D'ailleurs, on n'est pas référencé. Si, on est référencé. Pour en savoir plus sur le jeu. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Dès la semaine prochaine. Je voulais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est un petit peu la news de la semaine sur iOS et que je suis ambassadeur, mais on fera un point plus précis là-dessus. Ensuite, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, je suis complètement passé au travers sur l'émission de la semaine dernière. Conduit, qui est un des principaux services de Rollup as a Service, nous annonce un super séquenceur trop puissant. En gros, ça que tu veux dire. Pour faire la comparaison. Dimension, c'est un settlement layer, donc je préférais à la limite. Mais Dimension, c'est pas un Rollup as a Service? C'est pas Dimension, c'est la même chose que Altlayer ou pas? Parce que c'était un peu cette narrative. Non, pas vraiment. En fait, non, pas vraiment. Dimension, c'est plutôt Internet collapse, tu vois, quand même. C'est un layer 1 Dimension où tu vas mettre des roll-up. Ah, genre, c'est pas sur Ethereum? Dimension, non. Non, c'est une chaîne Cosmos, de mémoire. Ok, je pensais, my bad. Donc, du coup, ouais. Ouais, Altlayer, du coup, ouais. C'est un énorme, pas de souci, du coup, c'est un énorme build. Et Conduit, du coup, qui est très copain avec beaucoup de gros, notamment, c'est la plateforme visiblement qui permet de gérer les roll-up d'Aevo, de BOB. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un layer 2 sur Bitcoin. On a Gravity, la nouvelle chaîne de Galaxy, la chaîne de Synthetix, bref, pas mal de trucs. En gros, c'est un service. Vous voulez lancer votre roll-up, le mettre à jour, etc. Vous payez et vous avez votre roll-up à jour. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé des séquenceurs super puissants. Et c'est en live en prod dès aujourd'hui. Et ça permet du coup de taper les fameux 100 mégagas seconde, c'est-à-dire à peu près 8 fois plus que ce que permet actuellement Base. Donc, on en revient toujours à ce sujet-là. Ethereum en tant que tel a besoin d'être mis à jour. Parce que même si on a des roll-ups qui sont capables de taper du 100 mégagas seconde, Ethereum, lui, n'est pas capable de gérer derrière. Donc, si on veut faire passer les transactions sur ces fameux roll-ups émis via Conduit, il faudrait stocker une partie des transactions soit sur un Celestia, soit sur EigenDA, soit sur Avail, soit sur d'autres. Et d'ailleurs, on fera une petite parenthèse là-dessus, il y a du mouvement aussi sur Celestia en ce moment. Par contre, j'ai été assez impressionné parce que, en fait, j'avais fait un tweet à ce sujet-là, je crois, en début de semaine ou la semaine dernière. Je m'attendais à ce que ce soit bullish pour Celestia ou Avail. Après, dans 4 jours, t'as un méga unlock sur Celestia, donc je pense que c'est aussi ça qui fait peur aux gens, honnêtement. Ouais. Il y a un giga. Il y a même un giga unlock, ouais. Effectivement, voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu les unlocks, vous voyez, on a eu un gros trou pendant 1 an. Et là, à partir de fin octobre, le 30 octobre très précisément, ça va gerber du token à fond. Donc, vous pouvez, par exemple, vous voyez là, 31 octobre 2024, vous mettez sur All, sur Crypto. 79% de la market cap. Et on passerait donc de 25% quasiment des jetons débloqués à 41%. Donc, ouais, on sort un bon milliard de dollars de Celestia d'un coup. Pour qui, du coup? Pour les investisseurs en série A et série B, les contributeurs initiaux, les investisseurs en seed et aussi les gens qui s'occupent de ouais, mais c'est négligeable. Donc, c'est surtout les investisseurs initiaux. Donc, et les développeurs. Les investisseurs initiaux vont probablement se payer, mais logiquement, ils sont pas fous. Ils vont pas gerber un bon coup d'un coup les jetons parce que ça ferait trop mal à leur bague. Je pense que l'information est pricée. Donc, effectivement, si Celestia n'a pas trop fondu,
Je veux pas parler trop vite et vous porter l'œil, hein, j'en ai pas en plus. Mais c'est plutôt bullish en fait, hein. Plutôt bullish. Et ce que je constate, c'est que Celestia... quel argument est bullish du coup? Bah, c'est le first mover sur la moi j'ai un narrative long Data sur Availability. Celestia, donc je veux pas te contredire, mais te laisser peut-être argumenter. Alors, je vais mélanger la price action, et on parlera ensemble de l'action du prix, et la partie fonda. Celestia est sorti il y a 1 an. Donc, on a eu toute la phase de bull run, mais ça, c'est tout alt confondu. Ensuite, ça a baissé. Mais contrairement à pas mal de jetons, ça a, entre parenthèses, que divisé par 3. Alors qu'il y en a d'autres qui se sont vraiment complètement rétamés, malgré le fait qu'on a une grosse FDV. Comme on le voit, on a des services comme Conduit, etc., qui permettent d'émettre des roll-ups. Donc, je pense que cette data availability de Celestia, elle va servir, et elle va servir très, très, très bientôt. Face à ça, il y a plein de mises à jour qui se font. Donc là, par exemple, ils vont diviser par le block time, donc ça va permettre de faire passer plus de data, et ils veulent faire passer de plus en plus de data progressivement, parce qu'ils sont en train de subir un truc, c'est que il y a pas mal de projets qui bossent avec EigenDA plutôt qu'utiliser Celestia pour la data availability. Avel, je vois personne faire de grosses pubs pour Avel, donc j'ai vraiment l'impression qu'il est sur le carreau en ce moment. Je me dis, Celestia, s'il y a plein de roll-ups qui sortent avec pas mal d'activités, il y a peut-être un run qui va se faire sur Celestia. Hein. Mais là, je spécule totalement. Parce que quand tu vas sur, comment ça s'appelle, Celestium, je crois que c'est ça, hein, Celestium Crypto. Non, Selenium. Ouais, je l'ai pas. Je retrouve pas. C'est terrible. On va utiliser Artemis Data Availability. Pour le moment, en fait, souviens-toi, dans des émissions précédentes, j'étais en mode, Celestia, j'ai l'impression que c'est un peu de la branlette intellectuelle et qui va bien se passer. Je retourne ma veste. Et je retourne ma veste avant que ça pump. Si ça pump, parce qu'effectivement, pour le moment, il se passe pas grand chose, mais en fait tous les roll-ups qui vont exploiter cette activité sont pas encore sortis, tu vois, que ce soit Mouvement, Eclipse, etc. Mais il n'y a pas EigenDA sur ce graphe. Non, il n'y a pas. Donc peut-être qu'il va y avoir de l'activité par rapport à des meme coins, des trucs comme ça, je sais pas. Pour le moment, l'activité elle est faite sur Solana. Est-ce que le marché a envie de spéculer sur des roll-ups? Je sais pas, on verra. Bon, en fait, les gens en ce moment n'ont pas envie de spéculer sur Ethereum, donc par défaut sur son écosystème, c'est un peu ça qui nique l'ambiance, quoi. Donc je pense que quand Ethereum repartira, ces trucs-là pourront repartir de concert, mais pour le moment, c'est un peu Ethereum qui fait peur à tout le monde, je pense. Ouais. Enfin, Ether, du coup. En tout cas, Ethereum qui deviendrait le settlement layer décentralisé, Celestia qui deviendrait la partie data availability décentralisée. Donc je me dis, si Ethereum prend de la valeur, s'il y a de l'activité sur les roll-ups, le Celestia, ce sera un bêta play. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si par contre Ethereum c'est la mort parce qu'en fait les gens veulent entendre parler que de meme coin et de trucs à la con, bon bah à ce moment-là, passons à autre chose. Hein. Apparemment, il y a de la donnée sur EigenDA.whatTheFuck. Il y a quelqu'un dans le chat YouTube qui nous dit ça. Ouais, c'est possible. Je connaissais pas ça. Ouais, je connaissais pas du tout. TPS, throughput, voilà, tu vois, ils ont déjà une bande passante de l'ordre de 8 mégabits par seconde, alors que... C'est bien plus, il parle d'1,33 sur Celestia, non? C'est ça, c'est bien plus que Celestia dans l'état actuel des choses. Mais il y a des mises à jour qui arrivent sur Celestia pour rattraper le retard. Et Celestia est une chaîne. Quel compromis, du coup, pour offrir 1,33, enfin 8 vs 1,33. Leur propre blockchain avec leur propre lot de validateurs, alors qu'EigenDA, c'est un truc un peu plus... Mais Celestia, ils ont aussi leur chaîne, non? Oui, je parle de Celestia. Alors qu'EigenDA, ils ont pas de chaîne. Ah, ok. Ils n'ont pas de chaîne. C'est un layer un peu à part. Je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, apparemment, on pourrait faire passer tout Solana en termes de data availability sur EigenDA. Mais je suis désolé de pas mieux l'expliquer. Il y a des différences notables entre Celestia et EigenDA, mais c'est très technique. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que Celestia a ce côté first mover advantage et devrait aller de l'avant pour rattraper son retard par rapport à EigenDA. Mais en termes de performance pure actuellement, EigenDA met une vitesse à Celestia. Mais moi, Eigen, je pense qu'il faut surveiller, hein, parce que certes le jeton est sorti, certes ça a dump, etc. Mais ils ont une proposition qui est assez large et je pense que en plus ils veulent pas faire que de l'Ethereum. Ils voulaient pas se positionner aussi sur le Bitcoin, sur des trucs. Enfin, ça je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des infos. Enfin, en gros, ceux qui font du restaking sur Bitcoin, donc Babylon, je crois. Sont méga potes, enfin le co-founder de Babylon est méga pote avec celui d'EigenLayer, de ce que j'ai compris. Mais du coup, EigenLayer pourrait être aussi intéressé de faire quelque chose comme ça sur Bitcoin si jamais ça prend. Et puis après, ils ont EigenDA. Enfin bref, j'ai pas vu ça. En tout cas, Eigen, pour moi, le restaking et ce que ça procure actuellement, on le voit pas trop. Enfin, je me rends pas compte de l'attraction que ça a.
Non, parce qu'il n'y a aucune activité sur les AVS d'Eigen Layer à part EigenDA, tout simplement. Et il n'y a pas de slashing, du coup, d'ailleurs, aussi, il y avait ça aussi, je crois. Ok. Mais on va voir. Il y a des sites qui permettent de voir l'activité, mais en gros, il n'y a quasiment aucune activité sur ces AVS. Et pour le moment, c'est des ghost chains. Ok, intéressant. Bon, en tout cas, Eigen, je pense qu'il faudra en reparler à l'occasion. Ouais. Allez, je vais faire vite. Désolé. Pour s'enchaîner sur la partie technique, pas de souci. On va avoir une grosse mise à jour sur le layer de Stacks également, le fameux Nakamoto Consensus qui va permettre d'avoir des blocs beaucoup plus rapides et apparemment qui va permettre d'être beaucoup plus synchrone avec dans 2 jours aussi. Voilà, je sais pas ce qu'on peut faire de cette information, s'il va y avoir un set de news ou pas, mais c'est toujours intéressant à surveiller. On a également pas mal d'attraits sur le layer de Fuel, je vous en avais parlé la semaine dernière. Voilà, pas mal de fonds qui arrivent sur Fuel, des gens qui testent parce que c'est assez performant apparemment, c'est aussi compatible avec les wallets EVM, etc. Bref, ils ont fait plein de trucs. Les gens sont très très contents et c'est ce qu'on attend d'un roll-up. C'est puissant en termes d'exécution. Ils essaient d'être rapidement en stage 2 aussi pour la partie décentralisation, pour L2Bit et compagnie. Donc les gens kiffent bien. Donc n'hésitez pas à surveiller Fuel, voire tester. Il y a peut-être des airdrops à croquer. On a vu également une micro-congestion sur le marché des blobs sur Ethereum. Pour la première fois, ça n'a pas duré. Mais en fait, tu sais, sur Ethereum, quand il y a trop de transactions, les prix des transactions augmentent. Et on a rajouté du coup un marché pour les roll-up. Et bien ce marché a eu pour la première fois une congestion aussi. Donc le prix pour les roll-up, des transactions pour les roll-up a augmenté. Ensuite, ça a baissé. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'encore une fois, s'il y a énormément d'activité sur les roll-up, ce marché-là va augmenter. Les prix des transactions sur les Layer 2 va... Pardon ? C'est le pari de Vitalik. Ouais, mais ça veut dire qu'il y aura aussi de l'activité sur Avail, EigenDA et Celestia. C'est pour ça que je suis très attentif à ce qui pourrait se passer sur ces roll-ups, parce que ça peut aller très vite avec des meme coins et des conneries comme ça. Mais les blobs, c'est de la donnée temporaire. Ce qui est sur Celestia et EigenDA, c'est aussi de la donnée temporaire ou pas? Je crois pas. Je crois pas, non. Ouais. Je crois pas. Pour terminer, explosion des fees sur Ethereum, sur Solana, pardon. On a pour la première fois des transactions qui coûtent 8 centimes par transaction, alors qu'avant on était plutôt de l'ordre de 1 centime, parce que l'activité explose sur Solana. Voilà, on a même plus de fees qui seraient collectées apparemment en comptant la MEV sur Solana par rapport à Ethereum. Donc, petite gif pour Ethereum. Après, je fais toujours attention à ces graphes, parce que est-ce qu'ils incluent les L2 et tout? Parce que maintenant, Ether, c'est des L2. Ah non, quoi. Ça inclut pas les L2. Tu vois, c'est ça la réalité. C'est qu'en vrai, maintenant, Ethereum, c'est un écosystème qui est vaste, parce que le L1, il n'a pas vocation à être celui le plus utilisé, quoi. Et on a également 4,8% des validateurs de Solana qui sont passés sur FrankenDancer. Donc il y a un cap qui va être passé, mais l'idée ce serait qu'on ait 10% de tous les fonds stakés sur Solana qui soient sur des validateurs FrankenDancer. Et puis si tout se passe bien, plus de validateurs sur FrankenDancer, potentiellement des mises à jour sur Solana via le Clear Agave, et donc multiplication des performances sur Solana. Donc comme on a vu jusqu'avant, oui, Solana est plus cher en termes de frais de transaction pour le moment, mais ça ne devrait pas durer, je pense. Puis, et je terminerai là-dessus. C'est relativement raisonnable, et puis c'est sur des pics, c'est pas constamment ça, quoi. Non, c'est ok. Et du coup, pour terminer, il y a eu un petit drama avec Bankless qui ont fait un tweet absolument catastrophique, mais bon, bref. Ils ont dit, voilà, Optimism sont les grands winners, la super chain a gagné parce que tout le monde bosse avec eux, etc., etc. Ils se sont fait chier dessus, même par une personne de Optimism qui a dit, moi, je pense pas comme ça, on est tous des copains, on travaille ensemble, il n'y a pas de winner et de loser. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un à Malte qui travaille pour Optimism. Ok, donc sur la partie sécurité et infra. Donc je vais voir si je peux l'interviewer, mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Et je prends le tweet pour terminer cette partie fonda de Federico, qui est le fondateur de Class Lambda. Il avait dit il y a quelques mois que on aura des roll-up Ethereum. Apparemment, ils sont excusés sur le post. Si jamais. Oui, ils sont excusés, ils l'ont même dit lettre depuis. Federico disait, voilà, les roll-up auront plus de 1000 transactions par seconde d'ici l'année 2024. Il a eu raison. Et il a lâché un tweet, il a dit que pour lui, il y aura des roll-up beaucoup plus puissants que l'écosystème Optimism sous nos yeux, potentiellement très rapidement. C'est peut-être des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, lui, il bosse sur la partie technique et optimisation. Donc, peut-être, sait-on jamais. En tout cas, je vous balance beaucoup d'opium. C'est vrai que les prix des jetons des roll-ups sont assez catastrophiques. Et voilà, j'ai pas envie de cracher. C'est encore de la gouvernance, quoi. Donc, c'est même pas des gas tokens. Moi, j'étais choc barre
quand j'ai vu que en fait Arbitrum, j'en avais pas besoin d'en acheter pour utiliser Arbitrum. Enfin, du coup, c'est la vision aussi d'Ethereum, c'est que ETH is money, et que ce soit genre la monnaie d'internet et de la finance, et que ce soit utilisé justement sur la DeFi et notamment sur la L2. Ce qui fait que en gros tout le monde reste aussi aligné autour d'Ether. Mais le problème, c'est ça. Mais imaginons un staking ou un revenu sharing sur les séquenceurs. Voilà. Exact. Et puis, surveillons, parce que peut-être qu'il y a des entrées intéressantes sur certains. Ou une décentralisation des séquenceurs, tout simplement. Mais enfin, je sais pas. C'est des choses sur lesquelles il faut méditer. Ou en tout cas réfléchir. Ce sera pour 2025. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Je te laisse enchaîner du coup sur la partie technique. Yes, donne-moi un instant. Je vais partager mon écran. Hop. Bam. Ok. Est-ce qu'on voit mon écran là? Ok. Écoutez, du point de vue de BTC en weekly, écoutez, tout va bien. Toujours au-dessus de notre niveau mensuel des 58 000 $. D'un point de vue weekly, certes, on a eu un dip, mais si on clôture comme ça dans 4 heures, ça aurait été un dip qui a été très rapidement racheté. Et comme je vous l'expliquais, je crois que tu étais là pendant que j'en parlais lors de la dernière émission. Je disais, je crois que lorsqu'on était ici, on était dimanche 21h, c'était vers le top là. Je disais que ça m'étonnerait pas d'avoir un retracement, notamment autour de cette zone ici, qui correspondait d'ailleurs au milieu de range dont j'avais parlé. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais justement évoqué qu'on puisse avoir un retest du milieu de range. Alors je vais juste enlever mes gribouillis pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je disais qu'on pouvait avoir un retest du milieu de range, donc range dans lequel on est entre les 71 000 et les 60 000, parfaitement retesté ici, qui a fait son job ici à nombreuses reprises. Donc moi, je me disais qu'on pouvait avoir un dip à partir de là, notamment pour retester ce milieu de range, et ensuite repartir de plus belle. Donc pour l'instant, c'est un peu ce qu'on nous offre. Je vous avais déjà d'ailleurs fait un schéma sur Twitter, qui est ici en bleu, qui représentait un petit peu ma pensée, juste au moment du dump ou un peu avant. Et donc pour l'instant on suit relativement ce schéma. On a eu ce bottom là, ce rebond, se dit parfaitement là où je mettais globalement mon schéma, un rebond et puis maintenant on consolide. Donc sincèrement je vois pas trop de raison de s'inquiéter pour l'instant, dans le sens où on fait un simple retest du milieu de range. Pour moi, la zone à absolument défendre et au-dessus de laquelle il faut clôturer, c'est les 64 000 $. Donc même si on a un dip un peu plus profond qui prend ses lots, derrière, tant qu'on clôture en weekly au-dessus donc des 64 000 $, pour moi tout va bien. Le moment où je m'inquiéterais, c'est si en hebdomadaire on commence à clôturer sous les 64 000 $. On peut avoir de la mèche, on peut même retester 62 000 $, mais je vous rappelle qu'il faut défendre la tendance haussière et la dynamique haussière qui est caractérisée par des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Comme la semaine dernière, on a fait une clôture qui était assez belle, au-dessus de ce high et surtout au-dessus de ce high. Pour moi, vraiment, on est dans une tendance haussière qui est claire. On voit que les dips sont rachetés et donc je suis bullish. Mais voilà, pour moi, tout ce qui se rapproche de cette zone, globalement, c'est une opportunité de buy le dip. J'en parlais déjà la semaine dernière. Et tant qu'on clôture pas en dessous, pour moi, ça me dit, en fait, c'est un peu ce que j'évoquais ici avec ce graphe. Alors, je vais enlever tout ça et le rendre un peu plus lisible. Mais globalement, pour moi, c'est ça l'opium. C'est tous ces highs à chasser ici, tous ces highs à chasser ici. En fait, on fait systématiquement des highs qui ne sont pas chassés, donc des mèches à revisiter. Et je pense qu'en fait, juste un push comme ça nous permettrait de liquider énormément de personnes. Ce qui est intéressant d'un point de vue donné, sur notamment les produits dérivés, c'est qu'on a eu un dip qui a pas mal nettoyé sur BTC. Donc si voilà, on se met en 2 heures, hop, voilà. Ici, vous avez tout simplement l'open interest qui est exprimé en nombre de bitcoins. Donc ça vous montre le nombre de bitcoins qui sont en position sur les dérivés si on fait une agrégation de Binance, Bybit, etc. Et on voit qu'on a eu un drop assez significatif ici. Significatif au point où eh bien on est retourné sur des niveaux d'open interest qu'on avait lorsqu'on était aux 60 000 $. Tu vois. Donc vraiment, le FUD qu'on a eu sur Tether, plus le conflit avec Israël, a mis eh bien une bonne secousse et Israël et l'Iran, si jamais. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je l'ai pas mentionné. T'inquiète, on sait jamais pour les commentaires après. Mais voilà, on a pas mal vidé et du coup, de ce fait-là, ça me donne quand même pas mal de conviction quand je regarde le weekly, quand je regarde cette chasse, que en fait, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus haut. Et moi, c'est toujours ma conviction. Je pense que derrière, même si on dézoome et qu'on regarde le mensuel, si en mensuel, donc dans 3-4 jours, on clôture comme ça, franchement, RAS, c'est up we go, quoi. Donc, franchement, sur BTC, rien à dire.
Je pense qu'on a eu un dip qui a fait peut-être mal aux gens qui étaient over leverage. C'est ce que j'ai évoqué pendant ce stream la semaine dernière, c'est qu'on pouvait chasser toutes ces personnes-là. On avait laissé beaucoup de low ici, des low ici, etc. Au final, on reteste parfaitement le milieu de range, on chasse ces personnes, on nous fait un petit feud avec Tether et Israël-Iran. Et on est reparti comme en 46. Donc pour l'instant tout va bien, même si on dip en dessous tout va bien. Le tout c'est de défendre les 64K. Et tant qu'on reste au-dessus, la target c'est au minimum tous ces highs à chasser ici. Et probablement plus haut, parce qu'en fait on sortirait d'une consolidation de plus de 8 mois. Et donc en fait si on repart en découverte de prix, l'objectif serait bien plus haut. Le seul scénario qui serait un peu pénible honnêtement, et qui est le scénario qui est un peu bearish, déjà c'est si on perd les 64K en weekly, là je me pose des questions. Mais l'autre scénario un peu bearish qu'on pourrait avoir, c'est si jamais on prend ces highs, typiquement comme ça, et que derrière on réintègre. Donc ça ferait une sorte de déviation au-dessus du range, donc une déviation après une consolidation du mois. Sincèrement, ça puerait un petit peu. Donc voilà, on n'y est pas. On n'a pas encore atteint ces prix-là, mais c'est quelque chose à garder en tête. Du point de vue de Solana, alors je regarde juste si j'ai rien oublié. Ouais, juste d'un point de vue aussi ETF, j'en ai pas parlé, mais d'un point de vue ETF, ça bombarde toujours sur BTC. Des grandes journées à 300 millions de dollars d'inflow net sur BlackRock. Donc le 21, le 23, avant-hier, donc vendredi. Et juste, ça continue. Regarde le montant injecté dans les ETF Bitcoin, ça ne s'arrête pas. Et ça, c'était il y a 2 semaines. On était à 19 milliards. Là, on est déjà à 22. Donc vraiment, ça ne s'arrête pas. Le dip est constamment racheté par les institutions et franchement, ça fait plaisir de voir des gens défendre nos bagues. Donc pour l'instant, RAS et le fait qu'il y ait de l'intérêt du côté instit, c'est vraiment très positif. Par contre, d'un point de vue Ethereum, je ne vais pas vous surprendre, rien n'a bougé. On a toujours zéro inflow, notamment même du côté de BlackRock, on a un petit 12 millions de timide, mais sinon on a juste des zéros qui sont alignés et de l'argent qui sort du côté de Grayscale, donc c'est vraiment assez effrayant. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez le site de Farsight qui inclut justement ces données-là, qui sont entièrement publiques et gratuites. Et si jamais vous allez en bas des tableaux, vous avez un bouton Click Here, donc vous avez les graphes, vous avez plein de trucs, mais vous avez le bouton Click Here qui vous permet d'avoir tout l'historique. Et c'est comme ça que j'avais vu qu'on avait fait une journée record. Je crois qu'on avait fait 800 ou 900 millions sur BlackRock. Ouais, genre là, 849 millions en mars, c'était titanesque. Du coup, d'un point de vue Ether, toujours pas d'inflow. Et surtout, Ether, encore une fois, décevant. Donc, j'avais pris une position longue, je me suis fait SL. Surtout, je m'attendais pas à ça en weekly. C'est-à-dire que vraiment, on avait notre dynamique haussière avec des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, avec une clôture au-dessus de ce high ici, même en soi, si on regarde, ah non, c'était pas ici, mais globalement, une dynamique qui était haussière. Bon, certains font l'apologie d'une certaine manière d'une sorte de range qui se comprend, ou d'une compression pour certains avec une sorte de triangle ascendant. Donc, je vous laisse choisir votre pattern. Mais en tout cas, pour l'instant, on défend tous ces lots et tous ces creux en fait à chasser. Sincèrement, si on ne rebondit pas ici sur Ether, derrière pour moi l'objectif il est simple, c'est sous les 2100 $. Et ça nous amènerait dans le scénario 2 que j'avais en tête. Donc franchement, en ce moment, c'est compliqué Ether. Il y a 2 trucs qui me permettraient de me repositionner. Soit on chasse tous ces lots et du coup, on va retester le niveau mensuel des 2000 $, qui est pour moi le niveau à absolument défendre. Si ce niveau ne tient pas, donc 1900, 2000 $, si ça tient pas, sincèrement, très inquiétant pour Ether, surtout vu les conditions de marché et ce que fait BTC. Donc ça serait une option. Soit une option 2 où en fait on attend qu'on fasse à nouveau un higher high et à ce moment-là on aura maintenu ces lows et à ce moment-là on essaye de se repositionner encore une fois en anticipation, mais voilà, là pour l'instant franchement face à BTC ça galère. Et si on regarde la chart contre BTC c'est catastrophique, mais c'est catastrophique et encore une fois on va en reparler juste après. Il y a Solana qui surperforme à un point, c'est cataclysmique, mais je me dis que en tout cas je sais pas à quel point cette chart sur ratio ETH BTC est pertinent, mais quand même moi graphiquement quand je regarde en mensuel je me dis que en fait si ça tient pas, à quoi on s'expose quoi. Donc c'est pour ça que je surveille autant ETH, c'est parce que certes je suis en long sur Solana, je suis en long sur BTC, je hold pas mal de BTC etc. Je réfléchis toujours un petit peu à est-ce qu'il va y avoir un moment où je vais rotate quoi. Est-ce qu'il y a un moment où la dominance BTC va se calmer ou du moins qu'elle stagne et qu'il y ait de l'argent qui rentre dans Ethereum.
En tout cas, c'est les questions que je me pose. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'Ether. Et je suis très bien comme ça. Mais on est quand même sur une zone qui me donne envie en même temps. Tout sous-performe. Et quand on voit la tête de Solana, sincèrement, c'est impressionnant. Donc, je vais vous montrer le graphe de la dominance de Solana par rapport à ETH. Donc, Solana est en ligne droite. C'est-à-dire que Solana, actuellement, est à 28% de la capitalisation de Ethereum. Donc c'est vraiment beaucoup. Faut pas oublier que début d'année, on était à 10 et le début d'année dernière, on était à 2. Tu te rends compte ou pas? On était, il y a 1 an et demi, on était à 2% de dominance. Enfin, ouais. Solana était à 2% de la capitalisation d'Ethereum. Là, on est à quasiment 28. Donc, franchement, comme disent les Jones, choc barre. Et là, en fait, ce gain de dominance, il est à la fois réalisé parce que Ethereum se porte mal, mais en plus d'un Ether qui se porte mal, bah, Solana pourrait être bof, tu vois, pourrait se comporter, pourrait stagner, tu vois, et même pas tant suivre que BTC, sauf que là, t'as un Solana qui surperf tout simplement BTC. Donc, faut que je regarde mon graphe. Voilà. Si on regarde Solana vs BTC, bah là, ça fait 2 semaines qu'on surperf. Bon, on est quand même globalement dans une grosse consolidation et avoir du BTC, c'était plus ou moins aussi bien qu'avoir du Solana tout au long de cette grosse consolidation. Faut garder ça en tête. Ce que ça veut dire, c'est que rien que le fait d'avoir maintenu son prix sur BTC, ça valait limite plus le coup que all du Solana. Mais voilà, d'un point de vue Solana, ça devient très intéressant. Donc, je vous avais montré en soi 2 zones, 7 bandes basse du range, 7 bandes hautes du range, d'une certaine manière. Sachant que voilà, ce niveau, pour moi, on l'a énormément de fois retesté, donc je ne veux plus le voir retester. Donc, pour moi, maintenant, mon invalidation sur Solana, elle est ici. Pour moi, si on prend ce lot, on casse cette dynamique haussière en daily et même en weekly, d'une certaine manière, même si on est au sein d'un range. Et à ce moment-là, pour moi, on serait amené à retester encore une fois ce support et j'ai aucune confiance dans le fait que ce support tienne à nouveau s'il est jamais retesté. Enfin, si jamais il est retesté. Donc, pour l'instant, voilà, tout va bien. Et d'un point de vue zone haute, en fait, pour moi, t'as cette zone haute autour des 188, 189 $, voilà, qui a fait office de résistance. Mais t'as surtout aussi ce niveau ici de mémoire, voilà, celui-là, qui est aussi assez intéressant, sur lequel on a buté une première fois et sur lequel voilà on a de la résistance, donc à voir. Mais pour l'instant, Solana est vraiment convaincant et le plus important et le plus intéressant, c'est surtout de voir à quel point son écosystème suit derrière. Donc si on regarde sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qui a performé? Un coin sur Solana, un coin sur Solana, un coin sur Solana, un coin sur Solana, le staking de Solana. Helium, c'est sur Solana. Pit, c'est sur Solana. Donc, vraiment, c'est genre le top performer, c'est que du Solana. Et Raydium, d'ailleurs, qui en profite énormément, parce que Raydium, qui est pas un Jupiter bis, parce que Jupiter est une sorte d'agrégateur, là où Raydium est une place de liquidité, dont se sert Jupiter en tant qu'agrégateur. Mais voilà, on a vraiment des belles performances du côté de Solana, et on a l'impression que tu as tout le marché qui drive derrière Solana. Et en fait, le plus impressionnant, en fait, sur Solana, j'en fais beaucoup d'éloges, là, mais qu'on se dise, c'est que en fait, tu avais un BTC sur cette consolidation ici, là, sur Solana, qui faisait que baisser, donc qui faisait que des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Là, tu as un sol qui fait des creux de plus en plus haut. Il n'y a aucune alt qui a résisté comme ça sur ce dump depuis le dernier top. Il y a absolument rien qui a résisté de cette manière-là, si ce n'est l'écosystème Solana. Donc, vraiment, il y a du max bidding. Et quand je regarde même d'un point de vue order flow du côté de Solana, alors, bon, il faut quand même garder en tête que l'open interest est très haut. Donc, la somme des positions ouverte sur Solana, en nombre de Solana, on est quand même sur du lourd là. On est quand même sur du lourd. On se rapproche des plus hauts en nombre de coins. Si on regarde en dollars, je crois qu'on n'a jamais été aussi haut. Après, à voir si ça inclut la donnée qu'il y avait avec FTX ou pas, mais voilà, c'est quand même gigantesque. Donc, ça garde en tête. Mais étonnamment, alors il y a 2 choses qui me surprennent. Première chose, on est de retour en funding négatif sur Solana. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le prix des dérivés a tendance à être sous celui du spot. Et du coup, pour équilibrer ça, du coup, le funding, donc les frais de financement que vous payez à intervalles réguliers sur les dérivés, sont négatifs. Donc, actuellement, vous êtes payé à être long sur les produits dérivés. Donc, ça, c'est le premier truc choquant. Et le deuxième truc choquant, c'est cette ligne bleue en bas qui représente le CVD. Donc le CVD, c'est la somme des montants des ordres passés de manière agressive. Donc en gros, c'est les ordres market. Donc si je fais un ordre market à l'achat de 10 sols et que derrière, je fais un ordre market à la vente de 20 sols, ça fera 10 moins 20, donc ce sera à moins 10. Donc ça baisse, quoi. Et donc là, on voit que, d'un point de vue acheteur agressif, on le voit sur le spot. Cette ligne bleue, c'est le spot. On voit qu'on a un max bidding
qui est constant. Mais constant. C'est-à-dire que vraiment, et ça s'est un petit peu calmé, mais derrière, ça a repris systématiquement. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gros players qui essayent de se positionner sur Solana. Je sais pas si c'est des fonds crypto. Je sais pas si c'est autre chose. Mais sincèrement, c'est ultra impressionnant. Et pour vous mettre en comparaison tout ça, ici en orange, en bas là, c'est le CVD de Bitcoin. Donc, il y a quasiment rien qui a un CVD qui est en OpenNI. Donc, ça montre vraiment, là encore une fois, là c'est sur Ethereum. Donc, en orange, c'est le spot, l'agrégation de tout le spot. Donc, vraiment, c'est archi impressionnant. Même Doge qui pump, on a un CVD qui tend vers. Donc, en général, les CVD, j'ai pas toute la raison technique, mais ils ont tendance à tendre vers des chiffres très négatifs et d'être tout le temps en tendance baissière. Donc, de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à utiliser les market sell. Mais là, sur Solana, c'est juste du up-only depuis le 17 octobre. Donc, voilà, c'est très impressionnant. D'un point de vue spot, c'est très, très, très bidé. Je peux essayer de vous le montrer ici. Là, alors, c'est des données qui sont un petit peu plus techniques. Je vais vous montrer ça. Donc là, ça part dans le technique, mais je pense que ça peut vous intéresser. Vous avez tout simplement, vous avez tout simplement ici, donc en haut, la différence entre les montants des ordres d'achat à la baisse et à la hausse du côté de spot, du côté du spot, et en dessous, c'est du côté des dérivés. Plus c'est vert, plus ça veut dire qu'il y a une majorité d'ordres à l'achat en limite, donc des ordres limites, et donc ça monte des imbalances. Et on le voyait récemment, on avait des gros pics sur les futures, en plus d'avoir un CVD ici en orange, qui est celui du spot, qui faisait que monter. Donc ce que ça nous montrait, c'est que sur chaque dip, on avait des imbalances de malades. Sur les futures notamment, ça trade beaucoup sur les futures. Et du côté du spot, à chaque fois, voilà. Donc, ce que ça montrait, c'est qu'à chaque fois, on avait des gros imbalances à l'achat. Donc, à chaque fois, on avait beaucoup plus d'ordre limite à l'achat. Ça crée systématiquement les bottoms, en plus d'avoir des market buy en constant de ce que je vois sur le CVD. Donc, vraiment choqué de ce que nous fait Solana. Je sais pas à quel point ça va durer, mais ça me remémore un petit peu cette vibe FTX, tu vois ce que je veux dire? Quand Solana commence à partir, Bitcoin dumpait, en 2020-2021, et Solana, on n'avait rien à foutre. On a un peu eu ça sur les 2 dernières semaines, donc je sais pas à quel point ça tiendra. Mais en tout cas, l'écosystème Solana très très fort et qui gagne en dominance. Dans les autres choses que je voulais mentionner, on a donc MicroStrategy qui est pas loin de faire un ATH. Par rapport à sa bulle de l'an 2000, donc c'est juste lunaire. Quand on regarde comme ça, on n'est pas très loin. Pour rappel, MicroStrategy, au moment de la faillite de FTX, c'était 13 dollars. En tout cas, je crois qu'il y a eu des splits, etc. Donc voilà, mais globalement, on est en x20, quoi. À peu près en x20, x15, x20. Sur BTC, on est en x4, 5. Donc le delta est juste gigantesque. Donc énorme performance. Le gold aussi qui s'envole. C'est juste fou. Après avoir eu cette longue consolidation 2021, 2022 et début 2023 aussi, on a eu juste un up-only récemment. Donc, et d'ailleurs, c'est assez fou de voir que en fait on a absolument tous les marchés en up là. T'as à la fois le gold qui est une réserve de valeur, t'as à la fois les risk-on, donc ici le S&P 500, donc la bourse américaine qui est en up-only, t'as en même temps le dollar qui pump. Donc en fait c'est assez lunaire parce que habituellement quand t'as les risk-on qui perf, peut-être que le gold est un peu moins performant, et puis t'as un dollar qui dump. Là t'as tout qui pump en même temps, donc c'est assez fascinant. Et je voulais juste parler du S&P qui a fait un beau rejet. Bon, toujours pas mal de high ici à chasser. Et je doute pas trop du fait qu'on retournera ici un jour. Mais voilà, il faut garder en tête que on peut se prendre un retracement à tout moment sur le S&P et c'est quelque chose qui peut se montrer aussi sur BTC. Donc ne pas crier victoire trop tôt. Voilà, après du côté des altcoins, je regarde différentes choses. Je regardais notamment Stacks qui est revenu sur des zones assez intéressantes. On a Inge que je regarde mais qui n'est pas encore ultra convaincant. On a FET qui est retourné proche de zones qui m'intéressent à bid. Je regarde BNB aussi, BNB qui est très très fort. Je pense sincèrement que BNB, en fait on avait pas mal de high à chasser ici. On l'a chassé ici avec ce sommet. Pour moi, si on repasse au-dessus, c'est qu'il y a vraiment volonté de nuire et juste de pousser bien plus haut. Donc vraiment BNB très fort. Et d'ailleurs, j'y réfléchissais parce qu'en live avec Boubou, on a fait un portefeuille. Et je pense que ça va être assez intéressant d'en parler en live, juste pour peut-être clôturer cette émission. Capet, aujourd'hui, tu rejoins la crypto. Ok. Oui. Tu dois faire un wallet crypto. Ouais. Combien de pourcents tu mets quel coin tu choisis et en quelle répartition tu mettrais? Alors, est-ce que je suis capette ou j'essaie de me mettre dans la peau d'un lambda?
Je dirais, mets-toi dans la peau mets-toi dans ta peau, en vrai. Alors, C'est pas pareil. Avec tes connaissances techniques et en partant du principe que tu as 0 exposition. Et que tu veux prendre un risque qui est modéré, élevé, quand même. Je dirais modéré. Je dirais pas faible, mais relativement modéré. Et en gros, tu dois faire la meilleure perf sur les 12 mois qui arrivent. Sans prendre non plus des risques de zinzin, relativement modérés. Là, je pense que je mettrais 5 jetons, ça ferait Bitcoin, Ethereum, Sol, Sui, Aptos. Si, Bitcoin, Ethereum, Sui, Aptos. Ok. Et dans quelle répartition tu mettrais ça? Le problème, c'est que je suis trop gourmand, donc je pense que je mettrais une plus grosse louche sur le Sol, et après, je mettrais à peu près la même chose sur le reste. Il y a quelqu'un qui dit un wallet Sol BTC 50-50. En vrai... Avec une plus petite répartition sur Sui, Aptos, mais besoin de me placer, tu vois. Moi, je vais te dire ce que j'avais dit, ok? Parce que du coup, j'ai fait de avec Boubou et du coup, j'ai répondu à cette question. J'avais dit 40% Sol, 40% Ether, 20% Tao. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? En vrai, c'est pas c'est pas un conseil financier. C'était juste pour le challenge un peu mental. Et tu mets pas de BTC du coup? Bah, en fait, vu que je cherche quand même pas mal de performances, j'ai du mal à voir genre BTC faire x3, x4. Je me dis que si BTC fait x3, x4 sur un Sol, on va s'envoler. Et Ether aussi. Je pense que le ratio risk-reward, il est meilleur sur... parce qu'en fait, la condition, la contrainte, c'était de rentrer tout maintenant, là. Tu vois. Ouais, c'est pas en mode tu fais ton dessert et tout. Et du coup, je trouvais que le risk-reward bien plus intéressant sur Ethereum, sur Solana relativement aussi, et sur Tao, un peu cette narrative IA, un peu dégène sur 20% du wallet. Je me dis si jamais ça part en couille. Donc... Après, les gars, c'est pas du tout représentatif de mon wallet actuellement. Moi, je suis 100% BTC. Après, j'ai des longues sur les produits dérivés, etc. Mais pas convaincu sur Ether. Bah, moi, je me dis que, je sais pas, j'ai du mal à voir Ether sous-perf tout le cycle. Et du coup, s'il ne sous-perf pas tout le cycle, ça veut dire qu'il surperf BTC. Donc, déjà, c'est plus intéressant. Enfin, c'est des assumptions, c'est des conclusions qui sont peut-être hâtives, mais moi, Ether quand même, genre même si je sais pas, dans tous les cas, je me protège avec du Sol en soi. Donc je sais pas. Après, c'est vrai que ne pas avoir du BTC, voilà, mais après, si tu dois tout in maintenant et que tu veux de la perf, bah, t'en auras avec BTC, je pense, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre, tu vois, 30 ou 40% de ton wallet dessus? En tout cas, ce qu'on en retient... Je pensais en mettre un peu, mais ça vaut moins le coup, quoi. C'est que les mid et les low cap, ça donne pas envie, hein, tous les autres altcoins. Pourquoi ça donne pas envie? Parce que le roi des alts, à savoir Ethereum, ne perf pas. Mais en plus, il y a très probablement des énormes braquages là dans les alts, et puis si le marché repart, on dira ah si j'avais su, et on n'aura rien fait, tu vois. Mais ça fait peur, quoi. C'est le fait que tu puisses diviser par 2, 3, 5, 10 ton capital sur ces alts qui font que t'as pas envie de sizer dessus. Après, moi, je pars... il y a des trucs bien plus dégénérés à faire. Moi, je me suis dit risque modéré. Tu vois, bah ouais, bien sûr. Non, mais... Tu veux prendre plus de risques, tu vas sur des trucs... Même est-ce que Egan c'est pas un peu dégène? Est-ce que Tia c'est pas un peu dégène? Enfin, t'as aucune garantie que ce soit là genre super fort le cycle prochain. Et puis en vrai, est-ce que t'as pas envie de parier plutôt sur la réussite d'un écosystème nativement avec genre du Solana ou de l'Ethereum plutôt que de parier avec des proxys qui, on l'a vu sur les L2, n'ont pas du tout fonctionné. Tout le monde était bullish et se disait bah je vais trouver une sorte de bêta et de TH sous stéroïdes avec Arbitrum, enfin Arb avec OPI, etc. Mais tout le monde s'est fait défoncer dessus, quoi. En tout cas, méfiez-vous des bêta plays parce que l'appât du gain du x10 vous fait oublier la capacité d'un jeton à diviser aussi par 10. Et ça, c'est hyper important. N'oubliez pas que ça peut vraiment vous charcuter. C'est pour ça que c'est pas intéressant de mettre une grosse partie de votre capital sur un potentiel x10, parce que si potentiel x10 il y a potentiel divisé par 10 aussi. Il faut diviser par 10, c'est gentil. Mais AV, je comprends que ce soit un truc utile et que voilà, hein, je dis pas, hein, mais franchement, tu fais AV USD divisé par BTC USD, bah t'as tout le temps quasiment mieux fait d'avoir du BTC. Tu fais AV USD divisé par Sol USD, t'as tout le temps mieux fait d'avoir du Solana. Tu fais AV USD divisé par ETH USD. Ça fait 3 ans et demi que t'avais plus intérêt à avoir de l'Ether. Alors là, récemment, évidemment, on a surperf, mais on a fait genre x2, quoi. Donc, je sais pas, tu vois. AAV, je remets pas en cause l'utilité du projet, la pertinence, la légitimité. J'utilise moi-même AAV, etc. Là, on parle uniquement d'un point de vue spéculation. Ouais. Et en fait, pour que AAV performe, il faut que l'EVM performe. Et
le problème, c'est qu'en ce moment, le VM, l'écosystème Ethereum performe et actuellement, l'écosystème Ether, d'un point de vue purement spéculation, prix, etc., galère. Donc voilà. Bon, bah écoute, je pense que ça nous fait une belle émission. Hein. Ça nous fait une belle petite émission. Je vois beaucoup de gens s'exciter sur Polkadot. Je ne vous juge pas, mais je ne comprends pas pourquoi. Polkadot. Polkadot, tu connais quelqu'un qui utilise Polkadot aujourd'hui? Je cherche toujours. Non. Sans être méchant. Et pareil, pareil, rien à voir avec la tech. Hein. Mais en fait, premier degré, le truc, c'est que, en fait, la crypto, tout change d'un cycle à un autre, d'un point de vue coin. À part les major caps et encore. Et en gros, tu sais qu'il y a BTC, ETH, a priori, ça va pas bouger. Certains peuvent rajouter Solana. On peut rajouter l'USDT, l'USDC, a priori. Mais en dehors de ça, j'ai aucune idée de ce à quoi le top 10 ressemblera au prochain cycle. Et c'est pour ça que les gens qui s'attachent trop au coin d'un cycle ont du mal à performer le cycle d'après, parce que tout change. Les narratifs changent, la technologie change, les performances changent, les teams changent, l'attention change. C'est simple, pour vous répondre. Ce que j'en Et puis c'est des promesses. Et puis Polkadot a performé à quel moment? Au moment où ils ont fait le plus de promesses de Polkadot, ça allait être ça, ça allait être ça, ça allait être ça. Et non, tu vois, il y a une désillusion qui est énorme. Polkadot, c'est quoi? Initialement, c'est des parachains, c'est de la modularité. Ethereum le fait. Ethereum le fait. Donc, mais d'ailleurs, j'ai vu que Coinbase sont en train de travailler sur un standard pour échanger des données et des informations entre les L2. J'ai vu ça dans la vidéo de Egri, du coup. Et j'étais en mode, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'IBC là? Est-ce que Ethereum, c'est pas le Cosmos Hub? Toutes les Cosmos Chains, c'est genre les L2. Et tu vois ce que je veux dire? Et genre l'IBC, ça va être genre un nouveau truc et on va faire de l'agrégation de liquidité. En soi, j'ai l'impression que l'écosystème Cosmos a eu raison bien avant tout le monde. C'est juste dans l'appréciation du token et d'autres choses que ça s'est pas matérialisé positivement pour eux, mais ils avaient la vision. C'était Cosmos Polkadot, c'était les deux. C'était l'internet des blockchains. Et au final, Ethereum est allé dans cette direction. Et ceux qui ne souhaitent pas aller dans cette direction, c'est Solana. Et nous, on vous a cassé les couilles pendant des années avec Solana, parce que à quoi ça sert de prendre un camp quand tu peux miser sur les deux, tu vois? Et au final, le côté, tu vois, on parlait de monolithique versus modulaire. Aujourd'hui, on parle de intégré versus modulaire. Dans le sens où intégré, c'est un même truc, tu vois. Alors que modulaire, c'est plein de briques. Et Solana, c'est intégré. Et je pense que ce qu'a fait Solana, de ce point de vue-là, c'est bien. Et je le dis encore aujourd'hui. Et souviens-toi, il y a quelques mois, parce que c'est aussi très différent, tu vois. Là où ils ont réussi, c'est qu'ils ont fait quelque chose de très différent d'Ethereum, tu vois. La proposition est différente. Ils ont dit scaler le software avec le hardware, voilà. Ouais, en gros, ouais. C'est tout. Et aujourd'hui, ils font quoi tous les layer 2 avec leurs gros séquenceurs? Ils scalent les performances avec le hardware. Qu'est-ce qu'ils font Aptos et Sui? Ils font, un meilleur consensus, meilleure exécution. Mais pourquoi Solana sera obligé de faire des L2? Il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça, mais avec la performance que tu as avec Frankendancer ou même Firedancer, tu peut tout faire sur le L1. Alors peut-être que j'ai une vision trop, tu vois, mais ils ont pas du tout envie de faire des L2. Enfin, il y en a qui vont en faire parce que c'est permissionless, tu vois, n'importe qui peut build dessus, etc. Et ils trouveront des moyens de faire des trucs dessus, mais c'est pas du tout la vision qui est mise en avant. Oui, donc, mais les network extensions, c'est un système intégré. C'est un peu comme des base roll-up. En gros, tu utilises une partie des validateurs, certains validateurs, pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est plus dans le sens ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur ces L2 plutôt qu'ajouter de la performance supplémentaire. On ne fait pas des L2 Solana pour ajouter de la performance, on le fait pour ajouter des fonctionnalités. Sur Ethereum, on peut aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, le chat, je suis obligé de vous le mettre. Méfiez-vous de Solana, vous avez vite oublié le précédent cycle, ce token est juste manipulé. Frérot, tu crois que genre le marché crypto n'est pas manipulé? Tu crois que Solana est le seul token manipulé s'il est manipulé? Enfin, tu penses que ton shitcoin n'est pas manipulé à la hausse comme à la baisse? Tu penses pas? Enfin, au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, putain. Bref, sur ces sages paroles, je vous propose de finir ce live. Merci Capet encore une fois pour la partie fonda et on se retrouve très vite. C'était Pixou, c'était Capet. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. On se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Tchuss.